Aujourd'hui, une étape de 369 km qui nous conduit d'Husavik aux portes des fjords du Nord-Ouest. Nous quittons notre confortable B&B d'Husavik payé 180 € la nuit. Si le temps est toujours maussade, la température est montée à plus de 10 degrés, ce qui est supportable. L'Islandais, le caravaning, il adore. Il ne craint pas d'emprunter les pistes avec sa caravane, qui est conçue pour l'aventure, avec ses roues et son châssis renforcé. Premier arrêt à la ferme de Glummbauer, qui est le musée le plus connu d'Islande. La ferme a été habitée jusqu'en 1947, date à laquelle le gouvernement l'a achetée. Gilstofa, qui signifie la maison grise, fut construite en 1849. Elle a été déplacée à plusieurs reprises, de place en place, de 1862 à 1891. La maison a été construite à Epilos, en tant que salle de réception résidence. En 1862, son propriétaire devint administrateur du district de Skagalfjörður et prit donc la maison avec lui. À cette époque, le bois de construction était transporté sur de la glace, tiré par des chevaux. Assus, qui signifie la maison jaune, a été construite en 1883-1886 à Egranès. Elle a été déplacée en 1991. Les bâtiments de cette ferme ont été bâtis entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Par manque de bois, on ne pouvait pas construire grand en Islande. De plus, le peu de bois disponible est du bois flotté venu de Sibérie. Pour construire, on utilise la tourbe par manque de bois. Cela réduit considérablement la taille possible des maisons. Voici comment la ferme était lorsqu'elle fut acquise par le gouvernement islandais. La ferme devait être autonome. Elle comporte une forge et un atelier pour travailler le bois et le cuir. La ferme est composée de 16 petites pièces, ayant toutes une fonction différente. Cette chambre d'amis a été construite en 1841. Le poète Jonas Hallgrímsson y a logé en août de la même année. Il est l'un des poètes islandais les plus célèbres, et ses poèmes d'amour sont brodés sur les rideaux de lit de cette pièce. Le couloir est extraordinairement long, il fait 22 mètres. Il dessert une cuisine, partie la plus vieille de Glummbauer, datant probablement du milieu du XVIIIe siècle. Elle a été utilisée continuellement jusqu'en 1900. La laiterie où le lait frais est versé dans des auges. Au bout de 36 heures, la crème est séparée, et après barattage, la crème donne le beurre. Avec une partie du lait écrémé, on prépare l'emblématique skyr. Les barils dans ce garde-manger contenaient le slatur, fait de boudin, viande de tête de mouton pressée, petit lait tourné et le skyr. La température froide de ces pièces, dans ces constructions de tourbe, est idéale pour la conservation des aliments. Dans cette pièce, le fermier, sa famille et les domestiques prennent leur repas, travaillent et dorment. Le Badstofa de Glummbauer, construit vers 1876, comprend 11 lits, mais très souvent, ils sont partagés et 2 personnes y dorment. La place des femmes est du côté des fenêtres, parce que leur travail, le filage et la couture, exigent une meilleure lumière. Les hommes cardent la laine ou font les cordes avec des poils de cheval. Après un déjeuner dans une station-service, bacon burger pour Flo et fish and chips pour moi, nous reprenons la route, ou plutôt notre première piste, la F711. En Islande, la plupart des rivières et plans d'eau appartiennent à des propriétaires privés qui détiennent les droits de pêche. Le tourisme y est très développé, que ce soit pour la pêche au saumon, à la truite ou pour la pêche en mer. Vitserkur signifie chemise de nuit blanche. Il doit ce nom au guano qui le recouvre, à cause des innombrables oiseaux, en particulier des fulmars et des goélands, qui tournent autour et nichent dans ses cavités. Cet impressionnant monolithe de basalte de la mer Arctique est très apprécié des touristes car il est particulièrement photogénique. Vitserkur a une forme très originale, qui rappelle pour beaucoup celle d'un rhinocéros ou encore d'un éléphant. Selon les légendes locales, l'immense rocher serait un troll qui vivait à Strandir, dans les fjords de l'Ouest. Nous avons vu après coup que les vols de drones étaient interdits sur ce site, comme dans beaucoup de sites en Islande. Lorsque l'altitude dépasse 300 mètres, nous sommes dans des nuages qui s'accrochent au relief. Isolée dans un milieu hostile, une ferme et son séchoir à poissons. Ce soir, nous avons réservé un cottage à Vamanski. Nous avions fait les courses à Blondhaus. Ce soir, ce sera saucisses, pâtes, bière et skyr. Pour 144 €, nous avons une pièce à vivre avec cuisine, un lit et une salle de bain. Si l'eau chaude de la douche sent le soufre, comme dans la majeure partie du pays, l'odeur ne reste pas sur la peau. Aujourd'hui, une étape de 442 km dans les fjords du Nord-Ouest, lieu de tournage de Blackport. Après avoir constaté qu'une Citroën CX Corbillard ne rouille pas en Islande, nous nous arrêtons à la plus folklorique des stations-service du pays.
Le prix de l'essence est d'environ 2,20 € le litre, ce qui en fait le plus cher de notre parcours. C'est entre un magasin de brocante, un bar-restaurant et un dépôt-vente. La F68 reprend de nombreuses portions non bitumées. Assez déstabilisant ce panneau séparateur sur une piste perdue au bout du monde, sans trafic. Nous observons sur le cordon littoral d'énormes quantités de bois flotté. Ce bois flotté a longtemps représenté une ressource pour les Islandais. Les forêts boréales s'étendent le long du 60e parallèle, autour de l'hémisphère nord. Après l'abattage des arbres en Sibérie ou en Alaska, le transport s'effectue par flottage. Les troncs transitent sur des rivières et fleuves qui les emportent vers les ports de l'océan Arctique où ils sont chargés sur des bateaux. Mais il y a de la perte dans cette forme de transport. Les troncs peuvent flotter jusqu'à la haute mer, puis être emportés par les courants marins. Après plusieurs années, ils arrivent sous forme de bois flottant arctique sur les côtes dénudées de l'Islande, du Groenland et d'autres îles arctiques. Comme les tunnels, beaucoup de ponts sont à voie unique et il faut s'arrêter au niveau des chevrons pour laisser passer le trafic inverse. Sauf que parfois, le pont est à plus de 400 mètres et qu'il n'y a aucune vue sur l'autre côté du pont. Au moment de la colonisation de l'Islande, à partir de la fin du 9e siècle, les forêts auraient couvert entre 25 et 40% de la superficie du pays. Le bois a été utilisé pour le chauffage et la construction. Les terres qui ont été transformées en pâturage pour les moutons a empêché la forêt de se régénérer. Ce déclin des surfaces forestières s'est poursuivi jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à atteindre moins de 1% de la surface boisée du 9e siècle. Un caterpillar à lame entretient la piste pour l'aplanir. Il ne faut surtout pas tenter de passer au-dessus du monticule de sable volcanique qu'il crée au milieu sous le risque de tomber. Ce sable colle à la moto qui devient toute noire. Le musée de la sorcellerie en Islande de Lmavik, ville de 300 habitants, retrace l'histoire de cette sombre histoire de l'Islande. Il récapitule les 170 procès en sorcellerie qui se sont tenus en Islande. L'extrême majorité de ces faits de sorcellerie se concentre dans la région de Strandir, dans l'extrême nord-ouest. Sur les 21 personnes brûlées vives pour acte de sorcellerie, une seule était une femme. Dans le bizarre, le nabrok, qui est une culotte fabriquée à partir de la peau d'un homme mort, qui avait pour but d'enrichir celui qui la portait. Arrivé au complexe thermal de Sundlaugur, à Reykjanes, où nous croisons le type de caravane oblong que l'on voit souvent en Islande. Attention à ne pas confondre la péninsule de Reykjanes, au sud de Reykjavik, et ce hameau homonyme. Sundlaugur signifie piscine en islandais. Nous avons été surpris par les fumerolles qui s'échappaient de la plage en rocher. En nous approchant, nous nous sommes aperçus que l'eau bouillonnait sous l'effet de la chaleur. Le bassin de 50 mètres est le plus long d'Islande. Il jouxte des bâtiments qui à l'origine étaient une école, qui a été transformée en centre de thalassothérapie. Cette péninsule n'était accessible que par bateau jusqu'en 2009, date de la construction d'un pont. Les fjords du nord-ouest abritent de nombreuses colonies de phoques qui se réchauffent au soleil islandais. Après avoir traversé Ísafjörður, ville de 2600 habitants, habitée depuis un millénaire, nous passons la nuit à Bolungarvík, ville de 953 habitants fondée en l'an 940. L'hôtel centenaire est magnifique, car il est dans son jus. Pour 155 €, vous bénéficierez d'une chambre avec toilette commune. Après un excellent petit déjeuner, nous reprenons la route sous un ciel gris. Un séchoir à poissons, en bois suivi d'un autre métallique, en activité contenant des poissons. La station de ski de Tungudalur, à proximité d'Ísafjörður, est équipée de 3 tire-fesses pour un domaine de 9 km. C'est l'une des 7 stations de ski en Islande. Elle possède la piste la plus longue du pays. Au loin, la majestueuse chute de Dynjandi. Accessible par la F60, Dynjandi se situe au fond de l'Anarfjörður. Dynjandi a une taille impressionnante, puisqu'elle mesure 100 mètres de haut et est singulière par sa forme, plus large à sa base qu'en haut en forme de voile de mariée. Elle mesure 30 mètres de large au sommet et 60 mètres à la base. L'autre particularité de ce lieu est qu'il ne s'agit pas d'une seule cascade, mais de 7. En effet, le nom Fjallsfoss, cascade de la montagne, est en fait le nom donné à l'ensemble des différentes chutes de Dynjandi, qui est la dernière et la plus importante. Après 20 minutes de marche, le panorama à sa base est exceptionnel.
Nous n'avons pas roulé sur la piste F622, qui a été faite, suivant la légende, par un particulier avec son bulldozer au ras de l'eau. Le temps ne s'y prêtait guère, mais les échos que nous avons eus étaient excellents, même si la piste est assez technique à cause des cailloux. Attention, il faut vérifier les marées, sous peine d'y laisser son véhicule. Sur ces pistes, il n'est pas rare de croiser des camions qui ravitaillent les villes perdues de ces fjords. Ce panneau indique des colonies d'oiseaux à proximité de la piste, pour lequel il faut faire attention. L'Islande compte 98 aéroports pour un pays 5 fois plus petit que la France. Résultat, l'Islande, qui consomme aujourd'hui 70% d'énergie renouvelable, a un gros taux d'émission de CO2 par habitant, qui le place au 42e rang sur 184 pays. Ravitaillement dans la supérette restaurant Albina, de Patresfjörður. Le pain et les viennoiseries y sont excellents. Le Gardar est sûrement, avec le DC-3 sur la plage du sud de l'Islande, l'une des épaves les plus emblématiques de l'île. Connu à l'origine sous le nom de Globe 4, le grand navire a été achevé en Norvège en 1912 en tant que navire baleinier. Il était à la pointe de la technologie, doté à la fois d'un puissant moteur à vapeur et de voiles. La coque a été spécialement renforcée pour percer les mers glacées du sud dans laquelle elle évoluait. Au cours de sa vie active, il a été vendu à différents pays avant de trouver un propriétaire islandais après la Seconde Guerre mondiale. Après des décennies au service fidèle de ses nombreux propriétaires, le Gardar a finalement été jugé dangereux en 1981. Et au lieu d'être sabordé, le vieux bateau s'est échoué dans la vallée de Skapalfeldur. La F612 permet de rejoindre le Latrapsjarg, qui abrite une colonie d'oiseaux assez unique. En plus d'être connu pour être le point d'Europe le plus à l'ouest, le Latrapsjarg est surtout réputé pour les millions d'oiseaux qui peuplent ses falaises en été. Il s'agit tout simplement de l'endroit qui accueillerait la plus grande colonie de macareux moines au monde, avec pas moins de 6 millions d'individus. Pingouins torda, goélands, fulmars, mouettes tridactyles, sternes arctiques, guillemots, et bien sûr les 6 millions de macareux moines sont les principaux habitants de ces falaises. De l'autre côté, c'est le continent américain. À quoi pouvait penser Leif, le fils d'Éric le Rouge, lorsqu'il est parti plein ouest pour découvrir l'Amérique au XIe siècle? La nature a des capacités remarquables dans ce lieu hostile balayé par les vents. Latrapsjarg est un cap dont les falaises s'étendent sur 14 km de littoral, et le point le plus haut de ces falaises culmine à 444 mètres. Le phare date de 1948. Il fait partie des 117 phares de l'île, qui sont construits sous 4 grands types d'architecture. Sur la piste 612, vous pourrez visiter le musée Egil Olafsson. Ce musée éclectique présente des bateaux de pêche, des expositions sur l'histoire de la pêche, à la baleine. Un film datant de 1947 retrace les naufrages d'un chalutier. Il y a aussi 7 avions de la marine américaine, implantés à Keflavik. Un des 101 C-117, dernière évolution des C-47, qui a échoué ici en 2002. Il n'en reste que 8 dans le monde. Il y aurait également un Antonov 2 dans le hangar de ce musée. Nous arrivons avec de l'avance au ferry, qui doit nous emmener à Stikkiholmur, ce qui nous permet une halte pour nous réchauffer dans un café au nom imprononçable. Il est dans une aire protégée, où il est interdit de randonner. Derrière ces bâtiments, nul n'a le droit de pénétrer, afin de préserver un écosystème unique et préservé. Le café est tenu par une charmante dame, qui attend le chaland en tricotant des pulls qu'elle vend aux touristes. Un petit congélateur contient des plats difficilement reconnaissables, que son anglais ne permet d'identifier. Le ferry permet d'éviter une route longue et inintéressante, nous faisant gagner une demi-journée. Les billets sont pris sur le site internet Direct Ferries, qui est en français. Il y a une rotation le matin et une rotation le soir. Les billets sont totalement dématérialisés, et nous n'avons qu'un numéro de référence à présenter à l'embarquement. Tout se fait via un téléphone. La traversée dure 2h30.
Cette fois-ci, les sangs fonctionnent et nous retrouvons le couple d'Espagnols sur le ferry. Le ferry possède une cafétéria. L'île de Flatet, qui signifie île plate, est une halte possible, mais les véhicules ne peuvent débarquer. Pour passer 24 heures hors du temps sur cette minuscule île de 2 km de long et d'1 de large, il faut laisser sa voiture sur le bateau et remettre ses clés avec son nom et le numéro d'immatriculation responsable. Le véhicule sera alors débarqué au port de destination où il vous attendra. C'est la seule île habitée des fjords du Nord. En 1864, Flatet était le principal centre culturel et artistique du pays, avec notamment la toute première bibliothèque d'Islande. En soirée, nous arrivons à Stikkeholmur où nous passerons la nuit.